Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on plonge dans ce qui pourrait nous attendre après le final, disons, chaotique de la saison 2 de Squid Game. Oui, un final vraiment sanglant. Exactement. On s'appuie sur un article qui analyse un peu les survivants pour la saison 3. Mhm. On se rappelle vite fait l'attaque entre joueurs, la mort de Thanos, et puis l'échec de la rébellion de Ji-hoon. Un échec qui a coûté cher avec la mort de son ami Jang Bae, exécuté. C'est ça. Du coup, il ne reste que 70 joueurs sur les 456 du départ. Hmm. C'est peu. Très peu. Notre but là, c'est de voir un peu qui sont ces 60 et ce que l'article nous dit des enjeux à venir. On décortique ça. Alors, 70 survivants. Déjà le chiffre, ça pose l'ambiance. L'article souligne bien la pression psychologique énorme, hein. J'imagine. Chaque personne doit être vue comme une menace potentielle. Exactement. Chaque alliance est suspecte, quoi. Et au centre de tout ça, on retrouve Ji-hoon. L'article le montre pas tant comme un héros, mais comme un homme brisé. Brisé, oui. Et surtout, obsédé par la vengeance. Oui, c'est ça. Sa cible, c'est le numéro 398, Daeo. Celui qui l'accuse de trahison pour les munitions manquantes lors de la rébellion. Voilà, ça a l'air d'être devenu son unique moteur selon l'article. Et c'est un point crucial soulevé par l'analyse. Cette vengeance pourrait le changer complètement. Ah oui? Comment ça? Est-ce qu'il va passer du survivant un peu malgré lui à quelqu'un qui participe activement à la violence du jeu? Sa croisade contre Daeo, Hmm. elle risque de le rendre dangereux, imprévisible. Et peut-être même dangereux pour ses propres alliés. La rage pourrait prendre le dessus sur la stratégie, en fait. C'est intéressant comme point de vue. Et justement, qui sont ces alliés qui lui restent? L'article décrit un groupe assez particulier. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hétéroclite. On a Yunju, l'ex des forces spéciales, ça c'est utile, Mhm. mais aussi Gumja, la vieille dame, avec son fils Young-sik, Le numéro 007, oui. et puis Seonye, la voyante, Juné, la jeune femme enceinte, Et Myung-gi, l'ex de Junet. l'influenceur crypto, celui qui aurait ruiné d'autres joueurs qui sont aussi dans C'est l'arène. ça, Ben voilà, ce mélange c'est fascinant parce que ça crée un paquet de tensions potentielles quoi. forcément. L'article suggère que la force de ce groupe, sa diversité, c'est aussi sa grande faiblesse. Le passif de Myung-gi par exemple. C'est une bombe à retardement. Dit que Namgyu, son bras droit, le numéro 124, Ah oui, Namgyu. il a repris le flambeau, il forme son propre groupe, plutôt pro-jeu. C'est ça. Et il y a aussi l'autre révélation de fin de saison 2, Minsu, Le numéro 125, le jeune homme discret qui s'est révélé être un tueur redoutable en éliminant la joueuse 380, froidement. classant, L'article positionne Namgyu comme l'héritier logique de Thanos, cherchant à imposer son autorité, probablement par la force. logique. Minsu, lui, c'est une autre sorte de menace, plus insidieuse. Son côté banal le rend totalement imprévisible. Il incarne le danger caché, celui qui peut frapper n'importe quand. C'est déstabilisant dans ce climat de méfiance. Donc on a Ji-hun et sa vengeance, ses nouveaux antagonistes. Mais l'article mentionne aussi d'autres groupes, Oui, des groupes plus pragmatiques. comme celui d'Im Jong-dae, le numéro 100. L'homme âgé, criblé de dettes. Pour lui, c'est simple, hein, il faut gagner l'argent, pas de grande idéologie. Juste la survie économique. Et il s'est entouré de quelques alliés, dont un certain Kim Gi-min, numéro 203, décrit comme son bras armé. Ce groupe, il illustre bien ce que l'analyse appelle le pragmatisme désespéré. Ils sont ni pour ni contre le jeu, en soi. Hmm. Leur objectif, c'est le gain. L'article laisse entendre que leur loyauté sera fluctuante, basée sur l'intérêt du moment. Donc il pourrait s'allier avec n'importe qui, Gi-hoon ou ses ennemis. Exactement. Ça ajoute encore une couche d'incertitude. Bon, le tableau qui se dessine, c'est vraiment une arène fracturée. Gi-hoon et son groupe, affaiblis mais vengeurs. Oui. Les nouveaux méchants, Namgyu et le mystérieux Minsu. Et entre eux, des groupes comme celui d'Im Jong-doe qui jouent leur propre partition pour survivre. La tension doit être palpable. C'est exactement ça. L'article insiste sur les motivations. Vengeance, pouvoir, argent, peut-être juste le frisson du jeu pour certains, sont hyper diverses. Plus que jamais. Et donc potentiellement plus conflictuel. Voilà. Les alliances risquent de ne pas durer longtemps et les trahisons d'être rapides. Alors, la question qui nous brûle les lèvres, qui va s'en sortir? L'article nous dit d'attendre le 27 juin sur Netflix pour la réponse. Au-delà de savoir qui gagne, l'article nous pousse à réfléchir un peu plus loin, je trouve. Si la saison 1, c'était la survie face au système, et la 2, la tentative de rébellion, Oui. mais cette saison 3, avec toutes ces dynamiques de groupe, elle semble vraiment poser la question de la loyauté et de la trahison, comme le cœur du problème. Ah, intéressant. Dans cet enfer, qui va craquer en premier?
Qui va trahir pour sauver sa peau ou pour assouvir sa vengeance, quitte à sacrifier les autres? La réponse à ça pouvait bien être la clé cette saison.